Ok, donc il est quart, on va commencer. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous m'entendez bien? C'est bon? Petit réglage, cadrage technique. Alors, en attendant que je vois vos réponses dans le chat, ok, c'est bon. Alors, moi, je me présente, Longueville Arnaud. Je suis professeur de biotechnologie santé environnement en lycée professionnel. Je suis aussi formateur Coniclass, donc sciences cognitives. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit atelier sur la mémorisation. Alors, c'est parti, je lance le diaporama. N'hésitez pas, vu que je ne vais pas voir le chat en même temps, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros. On est en petit comité, donc si vous voulez m'interrompre, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions par audio en ouvrant vos micros. Alors, je commence donc, le diaporama. Alors, mémorisation entre neuromythes et outils efficaces. Il me semble que sur le diaporama de présentation des ateliers, j'avais marqué muscler sa mémoire. C'était un peu provocateur, j'avoue, parce que c'est vrai que on entend parfois des gens dire muscler sa mémoire. On voit des exercices passés, des jeux, etc. pour muscler sa mémoire. Mais en fait, la mémoire, c'est pas un muscle et ça peut pas se muscler comme on fait un exercice physique. Donc, on va voir ça un petit peu dans les détails donc pendant cette présentation. Alors, mémorisation entre neuromythes et outils efficaces. Alors, dans le plan de cette présentation, on va voir deux grandes parties. La mémoire, comment ça marche, et quels outils on va pouvoir utiliser pour, non pas muscler, mais pour optimiser certaines façons de mémoriser. Alors, tout d'abord, la mémoire, comment ça marche? Donc, on peut voir ça d'un point de vue fonctionnel. La mémoire, fonctionnellement parlant, ça sert à quoi? Ça sert à comprendre le monde, comprendre les autres, avoir des interactions sociales. Ça sert aussi à être cohérent avec soi-même, avec notre histoire, avec nos valeurs, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et donc, ça sert aussi à se comprendre et être cohérent avec soi-même. Tout ça, au final, ça sert à quoi? Ça sert à avoir de l'expérience et dans un but évolutif, ça sert à survivre. Donc, au niveau de la survie, il y a trois types de réactions. C'est le fight, flight and freeze. Donc, quand on est en face d'un danger auquel il va falloir survivre, soit on va devoir se battre, soit on va devoir fuir, ou soit un mécanisme qu'on va éviter, qu'on va essayer d'éviter, c'est le freeze, c'est être totalement prostré devant le danger, et là, on va se faire bouffer. Donc, euh, la mémoire, c'est super important. Mais par contre, ce que j'ai mis en bas de la diapositive, c'est la mémoire, effectivement, c'est super important, mais l'oubli aussi, c'est important parce que on n'aimerait pas revivre son chagrin d'amour, ses chagrins d'amour, comme si on les avait vécus hier, quoi. Heureusement que la mémoire, elle va oublier plein d'informations. Heureusement qu'on va oublier donc tout ça parce que il y a des choses qu'on a envie d'oublier au quotidien. Alors, d'un point de vue physiologique, notre cerveau et la mémoire, de quoi ça a besoin et ça a des besoins, pardon, et aussi ça a des choses qui vont être néfastes pour notre cerveau et pour notre mémoire. Donc, bien sûr, les besoins, donc on en parle de plus en plus, le sommeil est extrêmement important pour la mémoire, l'alimentation, donc notre cerveau, il va être efficient si on a un sommeil qui est réparateur, récupérateur, donc un sommeil de bonne qualité, un sommeil en bonne quantité. Et aussi au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, pareil, au niveau de la qualité et au niveau de la quantité, c'est super important. Les vitamines, les antioxydants et tout ça, les bonnes graisses, ça va optimiser le fonctionnement de notre cerveau et de notre mémoire. Ensuite, il y a des facteurs qui vont limiter, qui vont avoir des effets néfastes sur notre mémoire. Par exemple, le stress, les émotions, les addictions, tout ça, c'est des choses qui vont
qui vont, faire en sorte que notre cerveau va pas être efficient pour réaliser ces tâches cognitives au quotidien. Donc, d'un point de vue cognitif, mémoriser, c'est quoi? Donc, on l'a vu avec, dans la conférence, de monsieur Rodo. Pour mémoriser, on va avoir besoin de motivation. Donc la mémorisation, c'est lié à la motivation. Ensuite, c'est lié à l'attention. Donc avec les exercices, qu'on a vus pendant la conférence de monsieur Rodo, on a vu que sans attention, on ne peut pas focaliser comme un projecteur, heu, ben, hem, notre attention sur, sur, les différents événements, qui sont présents devant nous et on ne va pas pouvoir les mémoriser. On ne va pas pouvoir mettre en place notre mémoire de travail pour mémoriser sur le long terme. Ensuite, bien sûr, c'est lié à la compréhension. Donc la compréhension, hein, c'est pas binaire, c'est pas j'ai compris ou j'ai pas compris. La compréhension, c'est vraiment très complexe. Comprendre quelque chose, c'est identifier chaque élément constitutif du système, identifier les liens qu'il y a entre chaque élément, identifier les liens qu'il y a entre ce système et le reste de l'environnement et c'est identifier aussi l'implicite. Donc comprendre, c'est vraiment tout ça. Donc, je répète, hein, on ne peut pas demander, que ce soit un élève ou à n'importe qui, «Est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as pas compris?» On va poser plutôt la question: «Qu'est-ce que tu as compris?» et explicite-moi, reformule ce que tu as compris pour que je puisse, pour qu'on puisse travailler ensemble pour améliorer tout ça et voir où est-ce que ça pêche et où est-ce qu'il faut, recadrer. Ensuite, mémoriser, c'est lié à la métacognition. La métacognition, c'est prendre de la hauteur sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de faire un exercice, sur ma façon d'avoir des tâches exécutives. Donc c'est vraiment développer une stratégie pour apprendre, pour comprendre et cetera. Donc avec des ateliers métacognitifs, on va pouvoir optimiser la mémorisation. Donc la mémorisation, c'est aussi lié au temps. Il faut un temps pour mémoriser et le temps aussi, ça va, hem, jouer sur l'oubli. Le temps, ça va être super important quand on va parler de mémoire. Donc la répétition, le fait de revoir les notions à intervalles expansés, ça va être super important pour la mémorisation. Ensuite, la mémoire mémorisée, donc c'est contraint et c'est lié à nos biais cognitifs et socio-culturels parce que, si je suis un élève et que dans ma tête, je me dis que je suis pas fait pour les mathématiques, donc ça, c'est une sorte de biais socio-culturel. Ou si je suis une fille et que je me dis: «Ouais, bah, les filles, elles sont nulles en maths», ça va jouer sur ma motivation, sur mon attention et au final, ça va jouer aussi sur la mémorisation. Et bien sûr, il y a des, limites physiologiques. On a vu, que ce soit lié au sommeil, à l'alimentation, à l'empamnésique. L'empamnésique, c'est le fait qu'on ait environ 7 éléments dans notre, mémoire à court terme, dans notre mémoire de travail. Donc il y a des limites aussi qui sont physiologiques. On va pas pouvoir, lutter non plus contre toutes ces, limites. Alors, la mémoire, c'est quoi? Alors, on a des styles de mémoire, on a des styles cognitifs. Alors, on va avoir des styles d'apprentissage, les styles d'apprentissage, visuels, auditifs, kinesthésiques et cetera et cetera. Ça, c'est bien connu. Dans l'enseignement, on sait qu'il y a des élèves qui ont des profils d'apprentissage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Donc par audio? Non? Bon, si je suis pas interrompu, ça veut dire qu'il y a pas de questions. Alors la diapo que je viens de vous montrer, en fait, ça, c'est un gros neuromythe. Donc, c'était dans l'intitulé, hein, de la présentation, la mémoire entre neuromythe et outils efficaces. Le fait que les élèves ont des styles d'apprentissage,
auditif, visuel, kinesthésique, etc. Ça, c'est un gros neuromythe qui est très, très, très tenace dans le système éducatif et qui a été réfuté de nombreuses fois par des méta-analyses. Donc, vous avez les références comme les méta-analyses faites par Caulfield et Hall, donc ses collègues, Geek, Howard. Donc, il y a plein de méta-analyses qui réfutent justement ces styles d'apprentissage. Et au contraire, on a montré que même si certains élèves vont avoir plus de facilité, par exemple, avec des notions auditives, et ben, si on va faire des activités purement auditives, ça ne va pas forcément optimiser leurs apprentissages. Donc, il faut vraiment diversifier les activités, diversifier les contenus. Euh, au niveau académique, c'est vraiment ce qu'on nous dit en ce moment, hein, c'est les activités, les contenus. Il faut vraiment essayer de diversifier pour pouvoir justement apporter de la nouveauté et pour pouvoir ouvrir différentes façons de voir et façons d'apporter des notions aux élèves. Donc, si vraiment on Arnaud, voulait... Oui, ouais, ouais, excuse-moi, je me permets de te couper, parce dis-moi. que, sauf erreur de ma part, les diapos ne changent pas. Enfin, ou alors est-ce Ah, que ça change non, pas? on voit toujours ta première diapo de Sérieux? titre. Ouais. Ah. Bon, alors donc, les mémoires, comment ça marche? Point de vue fonctionnel, histoire que vous voyez de quoi je parlais. Point de vue physiologique, donc le cerveau a besoin de sommeil, d'alimentation, est limité par le stress. Là, c'est bon, du coup, Serge? Oui, oui, donc là, on voit bien les changements, bon, Ok. Alors, donc, point de vue cognitif, motivation, attention, compréhension, métacognition, etc. Donc, ça, c'était ma diapo troll sur les styles d'apprentissage. Et voilà, en fait, c'était pour aborder une petite notion d'esprit critique parce que, effectivement, il faut avoir de l'esprit critique, surtout quand on parle de neurosciences. C'est des notions qui sont très à la mode, c'est très bankable. On fait dire aussi aux neurosciences pas mal de choses. Et pas mal de choses qui sont fausses. Donc, on va on va porter des notions qui vont être survalorisées sur le rôle des neurosciences. Donc, je porte une attention particulière sur justement l'esprit critique. Et c'est pour ça que M. Rodot disait que il faut vraiment se baser sur les études. Et une étude, c'est vraiment lié à un protocole expérimental et à un contexte vraiment très particulier. Et il n'y a que un ensemble d'études, donc une méta-analyse, qui peut dégager des notions, des grosses notions qui peuvent être fiables, quoi. Une seule étude, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Il faut qu'elles soient répétées. Et quand elles sont synthétisées au sein de méta-analyses, là, on peut considérer que ça appartient à un consensus scientifique et que du coup, on peut se baser sur ça. Donc, maintenant, la mémoire, c'est quoi? Donc, on utilise des dizaines de styles, de types de mémoire. Des mémoires, il y en a plein. Il n'y en a pas une seule. On n'a pas une bonne ou une mauvaise mémoire. Il va y avoir des mémoires sensorielles, quand vous vous rappelez du plat préféré que votre grand-mère vous faisait quand vous étiez enfant. Là, ça va jouer sur la mémoire sensorielle. Il y a des mémoires de travail. Quand vous avez un exercice, une tâche, si on vous demande de faire une addition, de lire un texte et de répondre à des questions, la mémoire de travail, c'est la mémoire vraiment à court terme qui va vous permettre de réaliser une tâche exécutive. Ensuite, il va y avoir la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire qui fait que un mot, ça a une notion, ça représente quelque chose pour vous. Donc, c'est tout ce qui est lié au langage, tout ce qui est lié
à la linguistique. Donc ça, c'est la mémoire sémantique. Il y a la mémoire aussi procédurale. La mémoire procédurale, c'est par exemple la conduite, c'est faire du vélo, c'est la lecture. La lecture, c'est devenu une mémoire procédurale pour les adultes. Par contre, quand on va découvrir la lecture, quand on va apprendre à lire, c'est pas encore automatisé, c'est pas encore dans la mémoire procédurale. Là, ça va nous demander un effort cognitif vraiment intense pour déchiffrer les phonèmes, enfin déjà les lettres, ensuite les phonèmes, etc., pour déchiffrer un mot. Aujourd'hui, cette tâche-là, elle est vraiment procédurale chez vous et en lisant juste, en posant les yeux sur un mot, votre cerveau, par la mémoire procédurale, lit le mot vraiment en un seul coup d'œil sans avoir besoin de décrypter les phonèmes, sans avoir besoin de décrypter chaque lettre. Donc, c'est vraiment devenu une mémoire procédurale, la lecture chez vous. Ensuite, il y a la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 2 jours, donc il y a 2 jours le soir, ça va être très compliqué pour vous de retrouver parce qu'il n'y a pas de science dans cet événement-là. Par contre, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé au dernier réveillon, là, vous allez vous remettre dans un contexte. Ça va être un épisode particulier que vous n'avez pas fait un effort cognitif de mémoriser. Et pourtant, ça va être ancré dans votre mémoire, justement parce que c'est un événement marquant, un événement saillant. Vous allez vous rappeler de ce moment-là et vous allez reconstruire même ça dans votre... si je vous demande ce que vous avez mangé, vous n'allez peut-être pas forcément penser tout de suite au menu, mais vous allez penser au moment, au contexte, le fait que vous étiez avec votre famille, à ce que vous avez ressenti sur le moment, et après, vous allez vous replacer mentalement dans cette période-là, et vous allez revoir votre assiette arriver avec ce que vous avez mangé. Donc, ça, c'est la mémoire épisodique. Et des mémoires, il y en a des tonnes et des tonnes. Par exemple, si je vous demande de penser à Brad Pitt ou à Jennifer Aniston, ça va faire quand vous allez rechercher l'information dans votre mémoire, il va y avoir toutes ces mémoires-là qui vont se connecter. Pourquoi pas, il va y avoir de la mémoire plus visuelle. Vous allez voir l'image de la personnalité apparaître dans votre tête. Ensuite, vous allez faire des connexions sur des films dans lesquels ils ont joué, ou vous, avec votre petit ami de l'époque, qui étiez allé voir un film dans lequel cet acteur ou cette actrice a joué, etc., etc. Donc, il va y avoir tout un tas de connexions entre ces mémoires-là. Et c'est ça qu'on appelle d'une manière globale la mémoire. Mais il faut vraiment prendre en compte qu'il y a tout un tas de mémoires qui sont interconnectées, qui interagissent ensemble et qui agissent en permanence. Donc il y a vraiment la mémoire de travail qui est particulière, qui a un instant. Et comme disait Monsieur Rodot, en fait, si on devait vraiment séparer les types de mémoire, euh, faudrait vraiment prendre la temporalité, quoi. La mémoire de travail, elle est très fugace, elle est très courte. Et tout ce qui est mémoire procédurale, sémantique, épisodique, c'est vraiment des mémoires sur le long terme. Donc, je vous ai mis des petits liens. Après le diaporama, vous pourrez le télécharger. J'ai mis un petit QR code pour flasher, à flasher pour justement pour pouvoir télécharger le document si ça vous intéresse. Alors, petit quiz, justement, vu on parle de neuromythes, on va faire ça sous forme de petit quiz. Alors, première question, combien d'informations peut-on stocker dans notre mémoire de travail? Alors, est-ce que, à votre avis, on peut stocker une information, environ 7, environ 100 ou 2,5 pétaoctets de mémoire? Alors, je vais regarder si j'ai accès dans le chat. Alors, B7, effectivement, donc monsieur, c'est ce que disait Christophe Rodeau, c'est vraiment des moyennes, hein. Comme il disait dans sa conférence, il n'y a pas de, il y a pas de chiffres et de valeurs qui sont vraiment fixés. C'est vraiment, on dit en général 7 plus ou moins 2.
Mais en plus, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de l'état émotionnel dans lequel on est, ça va dépendre de l'état de fatigue, ça va dépendre de tout plein de facteurs et en moyenne, on est à 7 éléments et c'est vraiment 7 éléments qui peuvent être stockés dans notre mémoire de travail, mais 7 paquets en fait. Par exemple, si je vous donne des choses à retenir et que dans les mots que je vous donne à retenir, il va y avoir sel, poivre, dans votre tête, vous allez faire automatiquement l'association sel-poivre. Donc ça va retenir seulement un paquet, une information à mettre en mémoire. Et vous allez garder de l'espace, 6 autres espaces pour stocker des autres choses. Donc faire des associations, ça permet d'optimiser notre mémoire de travail. Ensuite, donc la réponse était bien 7. Effectivement, donc la mémoire de travail, c'est ce que je disais, ça s'appelle l'empamnésique, le fait qu'on peut stocker 7 éléments. Et c'est pour ça que dans la conférence, M. Rodeau a dit il faut éviter de surcharger cette mémoire de travail. Ça s'appelle le cramming. Et donc, pour éviter de surcharger cette mémoire de travail, eh ben, il faut éviter le vocabulaire inconnu, les images superflues. Quand on va faire un diaporama, éviter tout ce qui est parasite parce que ça va prendre de l'espace de stockage inutile. Quand on va donner un texte à un élève, le fait d'avoir un mot inconnu dans ce texte-là, eh ben, ça va surcharger sa mémoire de travail inutilement. Donc, avant de donner un exercice, il faut déjà s'assurer des prérequis, s'assurer que tout le vocabulaire est bien acquis pour la compréhension de la tâche et pour après réaliser, développer la compétence qu'on va vouloir travailler spécifiquement sur cet exercice-là. Sinon, on fait juste du parasitage et on va encombrer inutilement donc, ces fonctions exécutives et cette mémoire de travail en particulier. Donc la mémoire de travail, c'est le passage obligé, hein, pour la mémorisation à long terme. Pour pouvoir Enfin, sauf quand on parle de la mémoire épisodique où on fait pas d'effort cognitif pour mémoriser. La Quand on veut faire un effort cognitif pour mémoriser, comme ce qu'on demande à nos élèves de faire, ça passe de toute façon par la mémoire de travail. Alors, deuxième petite question. Lorsque l'on a mémorisé une information, Je ne p elle ne peut jamais être oubliée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc A ou B. Quand on a mémorisé quelque chose, c'est mémorisé à vie, on ne peut pas l'oublier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, je regarde les réponses, faut que je retrouve mon où il est? Où est Ah, je retrouve plus ma fenêtre. Ah, elle est là, pardon. Alors, réponse B, réponse B, réponse B, OK. Donc effectivement, quand l'oubli, c'est vraiment, très important, enfin très important. C'est vraiment un facteur, qu'il faut avoir en tête. Donc la mémoire, faut vraiment considérer ça, donc ça c'est une image de Steve Mason. Faut vraiment considérer ça comme un chemin de randonnée. En fait, si la le fait d'aller rechercher donc si le trajet pour aller rechercher une information en mémoire, il n'est pas utilisé régulièrement, et ben, ce trajet, il va s'encombrer comme un chemin de randonnée. Donc en fait, on va oublier, l'oubli, c'est vraiment quelque chose, de naturel et ça, le rôle de l'oubli, il faut en parler aux élèves, quoi. Que le fait que notre cerveau, il est condamné à oublier et qu'il faut lutter contre l'oubli, il faut vraiment en parler aux élèves. Donc, c'est, Ebbinghaus qui a théorisé tout ça. Donc ici, vous voyez, la courbe de l'oubli. En fait, la courbe de l'oubli, c'est la courbe qui est en orange. En fait, quand on a une nouvelle notion qu'on va voir pour la première fois, donc on va dire qu'on
découvre la notion, donc on va l'acquérir à 100%. Très rapidement, on va oublier une grande partie de cette notion-là. Et il faut revoir, il faut remettre en mémoire, il faut réemployer, il faut répéter la notion. Et plus on va la répéter, plus l'oubli va se faire lentement. Au début, l'oubli va être très rapide et plus on va revoir la notion, plus l'oubli va se faire de façon lente. Donc ça, c'est vraiment une notion importante en sciences cognitives de la reprise expansée, parce que vu que on va oublier de moins en moins vite, ça sert à rien de revoir les notions à intervalles réguliers. On va pouvoir espacer les révisions. Et donc ça, c'est la notion de révision avec des reprises à intervalles de temps expansés. Donc ça, c'est très important, notamment en sciences cognitives. Donc dans les coniclasses, c'est une notion très, très, très importante. Alors, autre petite question. Sur quel œil Monsieur Monopoly porte-t-il un verre correcteur ou des verres correcteurs? Première question, enfin première réponse, sur aucun des deux yeux. Réponse B, sur l'œil droit, sur son œil droit. Réponse C, sur son œil gauche. Réponse D, sur ses deux yeux. Donc c'est des vraies lunettes et c'est pas un monocle. Donc, alors, réponse A, B, C ou D. Attention, l'image a peut-être été truquée. Donc, alors, Monsieur Monopoly, est-ce que Monsieur Monopoly a un monocle sur l'œil droit, sur l'œil gauche, a des lunettes ou n'a rien du tout? Réponse C, œil gauche. Alors, la bonne réponse est, roulement de tambour, sur aucun œil. Monsieur Monopoly n'a jamais eu aucun verre correcteur, que ce soit un monocle ou que ce soit des lunettes. Ça, c'est ce qui s'appelle, ça, c'est un biais cognitif. Je vais faire un atelier tout à l'heure sur les biais cognitifs. Donc ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Mandela, où on va se créer des faux souvenirs. On va avoir ce qu'on appelle un halo symbolique, parce que l'habillage, la façon dont s'habille Monsieur Monopoly, ça correspond tout à fait à notre représentation de quelqu'un qui a un monocle. Donc, dans notre cerveau, on va se créer cette image et on va se créer un faux souvenir sur la représentation de Monsieur Monopoly. Autre petite question sur la mémorisation. Donc là, c'est plus un exercice qu'une question. Donc là, je vous invite à fermer les yeux pendant quelques secondes et de vous visualiser ce matin en train de prendre votre petit déjeuner. Donc, fermez les yeux, essayez de voir l'image de vous ce matin en train de prendre votre petit déjeuner. Donc, je vous laisse quelques secondes pour ça. Et après, je vous pose la question qui m'intéresse. Donc ça marche une fois sur deux, mais quand ça marche, c'est plutôt efficace. Alors, c'est bon, vous avez bien votre image en tête. Question. Est-ce que l'image que vous aviez eue en tête, c'est une image à la première personne où vous voyez juste vos mains, l'arête de votre nez et ce que vous avez sur la table? Ou est-ce que c'est plutôt une image à la troisième personne, comme si vous vous voyez depuis l'extérieur de votre corps? Alors, je vais regarder les réponses qui m'intéressent. Oh, voilà. Alors, ouais, dans la plupart du temps, on va avoir une représentation. Notre mémoire, en fait, elle va se construire. En fait, ça va pas juste être une photo. On va pas juste prendre une photo avec nos yeux. Ce qui va être mis en mémoire, ça va pas être juste une photo de ce qu'on voit, mais ça va être une interprétation de toute notre perception sensorielle et on va reconstruire les choses. C'est un petit peu comme quand je vous ai parlé tout à l'heure du repas du réveillon dernier.
ça va être plus une reconstruction de tous ces événements qui vont être mis en mémoire. Et quand je vais aller chercher quelque chose de particulier, je vais aller creuser et je vais aller inventer des choses pour que ce soit cohérent. Et du coup, notre mémoire, c'est vraiment pas juste une photographie de nos perceptions sensorielles, qu'elles soient auditives, olfactives, visuelles, etc. Donc ça aussi, c'est une notion à avoir en tête que notre mémoire, elle se construit en permanence et c'est pas forcément hyper réaliste et ça représente pas forcément la réalité. Donc, les faux souvenirs, là, c'est un petit peu la synthèse de ces 2 questions, hein. Donc nos souvenirs ne sont pas juste une photographie, comme je vous l'ai dit. Donc chaque souvenir, chaque information, elle est mémorisée, mais avant d'être mémorisée, c'est d'abord interprété par notre cerveau et ça, c'est fait de façon inconsciente, selon le contexte, selon nos nécessités de compréhension d'un sujet, selon notre vécu, selon, notre besoin de cohérence vis-à-vis de notre représentation du monde et selon nos biais cognitifs aussi. Donc, il y a l'effet Mandela. Là, j'ai mis une photo le Bugs Bunny Effect, mais c'est comme l'effet Mandela. On a réussi, il y a des expériences qui ont réussi à créer des faux souvenirs où on a fait croire à des gens, enfin, on a fait se rappeler, entre guillemets, à des gens qu'ils avaient vu Bugs Bunny à Disneyland. Alors que factuellement, c'est impossible, vu que c'est pas les mêmes studios, mais on leur a créé, implanté des faux souvenirs. Et ça, justement, ça va être un problème, notamment chez les psys. Vous voyez, quand il y a certains psychologues qui vont chercher à creuser, oui, est-ce que vous n'avez pas eu des agressions pendant votre enfance ou des maltraitances, etc. Et là, certains psychologues peuvent créer des faux souvenirs et qui peuvent traumatiser les gens. Donc, c'est vraiment un point aussi important à faire attention. Alors, autre question, apprendre demande un effort. Est-ce que apprendre, ça demande un effort énergétique, émotionnel, cognitif, gastrique? Il peut y avoir plusieurs réponses. Apprendre demande un effort énergétique, émotionnel, cognitif, gastrique. Alors, A, B, C, A, C, les 4. Alors, apprendre, le gastrique, c'était pour la blague. Hem, Apprendre, effectivement, ça demande un effort énergétique. C'est vraiment notre cerveau va dépenser de l'énergie pour mémoriser les notions. Émotionnel, parce que apprendre quelque chose, c'est modifier sa perception, c'est modifier sa représentation du monde. Parce que si je le savais déjà, j'ai rien appris. Donc effectivement, c'est émotionnel. Cognitif, il faut faire un effort en général pour apprendre. Donc apprendre, ça nécessite tous ces 3 choses. Donc ça nécessite un effort émotionnel, cognitif et énergétique. Donc là, il y a une petite courbe qui est sympathique. Quand on va apprendre une nouvelle notion, donc au début, ça va nous déstabiliser. On va se dire, ah zut, mince, je sais pas, donc ça va nous perturber. Après, on va apprendre cette notion, donc on va acquérir de la satisfaction. Et après, une fois qu'on est en accord, en phase avec, cette nouvelle notion, le ré émotionnellement, on n'a plus de voilà, ce qu'on sait on sait ce qu'on sait et puis voilà. Donc l'erreur, le rôle de l'erreur, c'est super important justement. Notre cerveau, il marche vraiment par, on dit que notre cerveau est bayésien. Il marche vraiment par inférence. Un bébé, quand il va apprendre quelque chose, ça va être par une succession d'essais, d'erreurs. Il va essayer quelque chose qui va et en fait, il va projeter il va projeter une intention. Il va se dire: «Tiens, je pense que ça va réagir comme ça». Il va essayer et en fonction du feedback, soit il améliore sa représentation du monde, soit il modifie sa représentation du monde ou soit il la valide.
Donc en fait, c'est ça la représentation que notre cerveau est bayésien. Donc on va faire une prédiction sur quelque chose, on va l'essayer, le confronter à la réalité, et donc on va avoir un feedback assez rapide. Et si le feedback il est positif, on va stabiliser cette version du monde, et s'il est négatif, on va apprendre, on va améliorer notre vision du monde et notre représentation. Donc c'est le je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends de Mandela. Donc le rôle de l'erreur, c'est super important. Et là aussi, c'est important dans les apprentissages de donner du feedback négatif. C'est ce que disait Monsieur Rodot dans la conférence. Si vous donnez une évaluation et que cette évaluation, vous rendez la correction une semaine plus tard, le feedback, pendant une semaine, l'élève va avoir dans sa tête une mauvaise réponse, si c'est une mauvaise réponse, et quand vous allez lui rendre la correction, il va être déjà passé à autre chose. Donc, le feedback qui est rapide, là, ça va être très important pour qu'il puisse améliorer sa représentation de la réalité et donc ses apprentissages de façon immédiate, sans se créer justement des faux souvenirs et des fausses croyances. C'est lié avec la notion qu'on a vue avant des faux souvenirs. Donc, la notion de essai et d'erreur, moi avec mes élèves, j'utilise souvent SpaceX quoi, pour montrer l'importance de l'erreur et que se tromper, c'est pas si grave que ça. Eh ben, je leur montre tous les lancements de SpaceX et tout ce qui a été fait, toutes les erreurs, toutes les explosions, etc. Et du coup, ben, on voit que c'est seulement par la répétition et par la correction qu'on apprend. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Hop, hop, non, c'est bon. OK. Alors, on va continuer. Donc, justement, cette notion de feedback rapide, on va pouvoir jouer aussi sur le circuit de récompense. Donc, le circuit de récompense, c'est ce qui va nous donner de la satisfaction et c'est quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution justement pour renforcer les comportements positifs pour les êtres vivants. Si le feedback il est positif, ce comportement va être renforcé. Par contre, il y a aussi un système, une boucle de rétroaction négative pour inhiber un comportement. Et ça, on peut jouer là-dessus quand on va travailler avec des élèves et qu'on va leur donner des questionnaires réguliers, notamment en utilisant Plickers, en utilisant des petits questionnaires comme ça, leur donner du feedback très proche, ça va pouvoir jouer sur ce système de récompense. Donc, on peut vraiment prendre plaisir à apprendre. C'est un petit peu comme faire du sport. C'est ce que j'ai marqué en bas. Quelqu'un qui fait pas du sport, il se dit: «Ouais, mais non, mais on peut pas prendre du plaisir à faire du sport». Alors que ceux qui se mettent au sport, si ils peuvent décrire vraiment ce plaisir-là. Et ben, l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Quand on va avoir un feedback positif sur les apprentissages et notamment, c'est pour ça qu'il faut réintroduire le rôle de l'erreur parce qu'un feedback proche où on va dire à l'élève: «Ouais, mais tu t'es trompé, mais c'est pas grave, tu as appris», ça peut être pris, même si c'est trompé, ça peut être pris comme un feedback positif. Donc, on peut jouer sur le circuit de récompense, sur le système dopaminergique, donc le neurotransmetteur de la satisfaction et du plaisir. Donc, on peut vraiment jouer sur ces notions-là avec les élèves en donnant des QCM avec des réponses régulières, en jouant en utilisant le jeu, etc. Donc, on verra ça dans les outils. Alors, prochaine question. Est-ce que si je veux braquer une banque et que je me mets du jus de citron sur le visage, est-ce que je serai vu par les caméras de surveillance? Donc, si je veux braquer une banque, en me mettant du jus de citron sur le visage, je ne serai pas vu par les caméras de surveillance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, je veux braquer une banque et je me mets du jus de citron sur le visage. Je ne serai pas vu par les caméras de surveillance. Vrai ou faux? Faux, faux. OK, là, on est tous d'accord, hein. Faut vraiment être débile pour, se mettre du jus de citron sur le visage et se dire qu'on va pas être vu sur les caméras de surveillance. Donc c'est faux, effectivement. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Eh ben, parce que, MacArthur, Wheeler, eh ben, c'est un homme qui, lui, a réellement pensé ça. Donc, en 2014, il a braqué une banque en s'étant mis du jus de citron. Il a même braqué plusieurs banques en s'étant mis du jus de citron sur le visage. Il est rentré chez lui et quand les policiers sont venus chez lui, il était très étonné parce que, bah, il pensait ne pas être vu par les caméras de surveillance. Et ça, ce phénomène-là, cet événement-là, ça a inspiré des chercheurs qui se sont dit: «Ouais, mais comment est-ce qu'on peut être assez stupide pour croire que se mettre du jus de citron sur le visage, ça nous empêche de voir, d'être vus par les caméras de surveillance?» Donc, quand on creuse un petit peu, on comprend le mécanisme psychologique, et le biais qu'a eu cet homme-là, en se disant: «Le jus de citron, c'est une encre sympathique, donc c'est une encre invisible, donc si je m'en mets sur le visage» et cetera. Mais en fait, bien sûr que ça marche pas. Et donc ça, c'est un effet, c'est un biais cognitif qui s'appelle, donc qui a été creusé donc par ces 2 chercheurs qui s'appellent Dunning et Kruger. Et donc l'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui fait en sorte que quand on ne sait pas beaucoup de choses sur, bah, sur un sujet, on va surévaluer sa compétence. Donc ici, quand on regarde la courbe, la confiance en soi, c'est ce qu'il va y avoir sur l'axe vertical et sa vraie connaissance du sujet, c'est ce qu'il y a sur l'axe horizontal. Donc, quand on découvre un sujet, on va avoir un excès de surconfiance. Donc, c'est la courbe bleue qui monte très rapidement. Quand on est en haut, ça s'appelle le mont de la stupidité. Donc, on croit qu'on est très, très, très compétent, alors qu'au final, on n'en sait pas grand-chose. On en sait un peu, mais on ne sait pas grand-chose. Ensuite, vient la phase de on se prend une claque quand on s'aperçoit vraiment qu'on est incompétent et là, c'est la vallée du désespoir et après, bah, au fur et à mesure du temps et bah, plus on va apprendre des choses sur le domaine, plus on va être compétent, naturellement et on va pouvoir déterminer quelles sont ses limites. C'est généralement tout ce qu'on va retrouver sur Twitter, généralement, ça se retrouve, à peu près ici, hein, sur le monde, de la stupidité. Et quand on va entendre un scientifique parler avec beaucoup de pondération, beaucoup de nuances, en disant: «Oui, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ah oui, mais ça dépend» et cetera. Là, c'est à ça vraiment qu'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment compétent quand il est capable de donner ses limites, bah, de connaissances sur un sujet. Donc ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Les biais cognitifs, il y en a des centaines. Donc là, c'en est juste un que j'ai détaillé. Mais les biais cognitifs, ça va jouer aussi sur notre mémorisation. Donc, il y a l'effet Dunning-Kruger. Il y a l'effet d'illusion de connaissance. Le fait, par exemple, de lire et lire et lire et lire et lire un texte pour le réviser. Eh ben, on va développer ce biais cognitif d'illusion de connaissance et on va être familiarisé avec le texte. Et le jour où on va être confronté à l'évaluation, on va se dire: «Ah, je le sais, mais si, en fait, c'est en bas de la page à droite ou à gauche, mais je sais plus ce que c'était». En fait, à force d'avoir relu le texte, on va être familiarisé, on va avoir l'impression d'avoir mémorisé. Mais vu que le mécanisme de mémorisation, il n'a pas été efficace, efficient, eh ben, le jour de l'évaluation, on va pas être allé chercher la capacité d'aller rechercher l'information en mémoire, on va pas l'avoir faite et c'est ça qui est important. Aller prendre rappelez-vous le chemin en forêt là. C'est ça en fait qui est important dans la mémorisation, c'est aller retracer le chemin pour aller rechercher l'information en mémoire. Donc ça, c'est, l'illusion de connaissance. Après, il y a le biais de première exposition. Une chose, quand on va découvrir une chose, ben, la première façon dont elle va nous être présentée va avoir beaucoup plus d'importance que tous les autres points de vue
qui vont nous présenter cette chose-là d'une façon différente. La première version qu'on a eue, elle va avoir plus d'importance dans notre mémoire que les autres. Ça, c'est le biais de première exposition, biais de disponibilité, biais du survivant. Il y a plein de biais cognitifs. Ensuite, prochaine question. Les hommes sont meilleurs en mathématiques et en orientation. Et enfin, ils sont meilleurs en mathématiques et en orientation que les femmes. Et aussi, les hommes ont un plus gros cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les hommes sont meilleurs en mathématiques et dans le sens de l'orientation et ils ont un plus gros cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'ai faux, 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 faux. Alors, la réponse, eh ben, c'est vrai. Concrètement, factuellement, les hommes sont meilleurs en mathématiques et ils ont un meilleur sens de l'orientation. Par contre, calmez-vous, ça n'a rien à voir avec des facultés, des capacités cognitives, etc. Pourquoi est-ce que, au final, les hommes sont meilleurs en mathématiques? Tout ça, c'est dû à des biais psychosociaux. C'est plus environnemental, éducationnel. Donc, les biais psychosociaux, ça va être les stéréotypes. Ça va être tout ce qui est effet Pygmalion, prophétie autoréalisatrice, l'impuissance acquise, où, depuis leur plus jeune âge, les garçons entendent ah bah oui, mais les petits garçons, ils sont meilleurs en mathématiques. Donc, quand ils vont être confrontés à un problème mathématique, ils vont avoir envie de le résoudre parce que ça va correspondre à leur représentation de la réalité, quoi. Un mec doit être fort en mathématiques, alors que quand on va avoir une fille qui est confrontée à un problème de mathématiques, si elle a entendu depuis sa plus tendre enfance que les mathématiques, c'est pas fait pour les filles, elles vont pas développer ses compétences de travail en mathématiques. Et donc, il y a des choses, il y a des stéréotypes qui vont produire des prophéties autoréalisatrices et notamment les biais psychosociaux. Ça, moi, je le vois en lycée professionnel, hein. Quand je vais avoir des élèves qui vont me dire ah mais non mais monsieur, moi l'école c'est pas fait pour moi, ils vont ils vont scier la branche sur laquelle ils sont, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est le fait de jouer là-dessus avec les élèves et de casser justement ces biais psychosociaux, d'apporter la notion de plasticité cérébrale, la notion il n'y a pas de, cognitivement parlant, il n'y a pas, mis à part bien sûr tout ce qui est pathologique, mais ça c'est du ressort de la médecine. La plupart de nos élèves qu'on a en face de nous, ils sont tous capables de réussir. Et ça, il y a plein d'élèves qui ont des prophéties autoréalisatrices et des biais d'impuissance acquise. Et ça joue aussi vachement sur leur attention, sur leur motivation à l'école et au final sur leurs apprentissages et sur la mémorisation, bien sûr, parce qu'on est sur la mémorisation. Alors, quelques outils pour optimiser sa mémoire. Alors, donc là, deuxième partie du plan, les outils. Donc on a vu dans la première partie, en gros la mémoire, quels étaient les facteurs qui sont limitants, les facteurs qui sont stimulants, optimisant notre mémoire. Donc là, on va voir quelques outils justement pour optimiser notre mémoire. Donc pour travailler avec pertinence notre mémoire. Donc notre mémoire de travail, rappelez-vous l'ampamnésique, à peu près 7 notions, plus ou moins 2. Donc les outils pour optimiser cette mémoire de travail. Alors, je vous ai dit, il y a 7 éléments dans notre mémoire de travail. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si dans une liste de mots, je vous demande une liste de mots à retenir et que dans ces mots, je vais avoir sel, poivre, ça va retenir une seule case de cette mémoire de travail. Donc, un seul élément. Donc, ça s'appelle faire des chunks. Et ça, quand vous allez faire du lien entre les éléments, vous allez faire des chunks, vous allez faire du lien, c'est super important. Mais faire du lien entre quoi? Ça peut être faire du lien entre le cours que vous allez donner et les éléments que ont vu les élèves dans leur vie personnelle.
Moi, je travaille sur l'alimentation, sur le sommeil, etc. Donc, je vais faire du lien avec le vécu des élèves. On peut faire du lien aussi avec l'enseignement qu'ils voient dans les autres cours. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on nous dit de travailler en interdisciplinarité, de travailler avec les autres enseignants et de connaître les autres cours, parce que faire du lien, ça optimise la mémorisation. Ensuite, ben, effectivement, il faut éviter le cramming. Le cramming, c'est le fait de surcharger cette mémoire de travail. Et une fois qu'elle est comblée, on ne peut plus mettre d'éléments supplémentaires dans cette mémoire de travail. Donc, réduire le vocabulaire inconnu, euh, réduire les parasites, que ce soit dans la salle de classe, les affichages qui sont là depuis des années et qui servent à rien, réduire tout ce qui peut distraire et tout ce qui peut encombrer cette mémoire. Ensuite, réduire les situations stressantes, parce que le stress va réduire aussi la capacité lampamnésique, la capacité de notre mémoire de travail. Et donc, qu'est-ce qui peut jouer aussi sur la mémoire de travail? Eh ben, tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est sommeil, alimentation. Comme disait Monsieur Rodo, enfin, vraiment sensibiliser les élèves sur le rôle de l'attention, de la compréhension, de la métacognition. Tout ça, ça peut jouer sur la mémoire de travail des élèves. Alors maintenant, pour la mémoire à long terme, il y a aussi différentes techniques. Donc, faire du lien, pour faire du lien, on peut utiliser les cartes mentales. Donc, les cartes mentales, c'est un excellent outil pour faire du lien entre différentes notions, pour schématiser, synthétiser, pour avoir un halo, une image mentale vraiment d'une notion. Donc, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, qui est extrêmement efficace. Donc, une carte mentale, il y a des ateliers là-dessus. Il faut que ce soit vraiment personnalisé, il faut que ce soit visuel, il faut qu'il y ait des symboles qui marquent émotivement les élèves. Et plus ça va être personnalisé, plus ça va être efficace comme carte mentale. Ensuite, autre outil qui peut être utilisé, faire des liens cognitifs. Donc, en utilisant des moyens mémotechniques, en utilisant les émotions avec les élèves, que ce soit les émotions liées à des jeux sérieux, des sorties pédagogiques, lier les notions que vous voyez en cours avec les souvenirs qu'ils ont eus, faire de l'humour, apporter de la surprise, notamment en jouant sur le shocking des élèves quand vous apportez une situation. Eh ben, une situation qui va les choquer, elle va être beaucoup plus facilement mémorisable parce que elle va faire un lien avec les émotions. Et les émotions, c'est un facteur qui va beaucoup, beaucoup agir sur la mémorisation. Et utiliser la mémoire sensorielle aussi, auditive, visuelle, sans, bien sûr, tout ça en essayant d'éviter le cramming et la surcharge de l'ampamnésique. Donc vraiment faire du lien, c'est vraiment super important. Ensuite, la reprise à intervalles expansés. Donc, la courbe des Binghaus de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec les élèves? On peut faire les cahiers de révision avec donc planning de révision. On peut faire des quiz en début de séance, donc que ce soit sous forme les cahiers de reprise. On peut utiliser Anki, on peut utiliser les QCM qui sont sur Pronote, sur les ENT, etc. On peut utiliser Plickers, on peut utiliser plein d'outils. Les Airbox, en fait, ça c'est ce que disait Monsieur Rodo tout à l'heure. Anki, avant on utilisait des boîtes à chaussures avec des fiches de mémorisation. Donc c'est le système de flashcard. Le système de flashcard, en fait, c'est je vous ai dit, pour mémoriser, lire et lire et lire, ça sert à rien. La mémorisation efficace, la mémorisation active, c'est on va chercher l'information en mémoire. Et ça, c'est optimisé par le système de questions-réponses. On va se mettre dans la situation va se questionner pour aller retrouver l'information, la trace mnésique, et on va aller rechercher l'information. Et c'est ça vraiment qui va vraiment optimiser la mémorisation.
La relecture, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Donc, les outils qu'on peut utiliser, donc bien sûr Pronote, Neo, Anki, Plickers. Le pendant gratuit de Plickers, c'est QCM-Cam. Donc, c'est des questionneurs en classe avec des systèmes de QR code où les élèves vont répondre A, B, C ou D en fonction de l'orientation du QR code. Ou sinon, des questionneurs sur Internet plus classiques comme Kahoot, La Digitale ou Socrative, où là, il faut une connexion Internet des élèves. Ensuite, un autre outil qui est assez utilisé par les magiciens et les mentalistes, ça va être le palais mental. Enfin, ça, c'est un vieil outil qui est utilisé depuis la Grèce antique. Ça, pour la mémorisation, c'est plutôt sympathique. En fait, le palais mental, c'est quoi? Il faut que vous représentiez un endroit que vous connaissez très bien et dans cet endroit, généralement, c'est chez soi, sa cuisine, son salon, etc. Et vous vous représentez un trajet chez vous. Et vous gardez toujours ce trajet-là. Et sur ce trajet-là, vous allez positionner les éléments que vous devez mémoriser. Par exemple, ici, dans ce trajet-là, on va positionner un zèbre, un pingouin, un kangourou, un perroquet, la statue de la liberté. Et donc, dans ce trajet-là, donc ça, c'est le palais mental, dans ce trajet-là que vous faites et qui vous est propre, parce que vous n'avez pas besoin de mémoriser chez vous. Vous fermez les yeux, vous voyez exactement votre intérieur. Donc ça, déjà, c'est déjà mémorisé. Et comment mettre des éléments en mémoire juste en faisant les liens entre ce que vous voulez mémoriser et ce que vous connaissez déjà. C'est juste en faisant le lien que vous allez mémoriser sur le long terme. Donc, vous allez faire des associations. En général, plus une association va être loufoque, va être rigolote, plus elle va être facilement mémorisable. Donc, c'est possible de mémoriser sur le long terme en faisant des palais mentaux. On peut avoir plusieurs palais mentaux et mémoriser une liste de courses, mémoriser quelque chose. On va pouvoir mémoriser des choses et en plus dans un ordre particulier. Dernier, il me semble que c'est le dernier outil. Dernier outil, c'est la table de rappel. Là, c'est à peu près la même chose que le palais mental. Sauf qu'au lieu d'avoir un endroit particulier, là, je vais avoir dans ma tête, je vais avoir un tableau. Un tableau, et moi, je vais avoir ma table de rappel, et à chaque chiffre, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut aller jusqu'à 100. Moi, je vais associer une image qui m'est propre. Par exemple, pour moi, le 0, c'est quelque chose de rond, c'est soit le soleil, soit la lune. Le 1, pour moi, c'est une bougie. Le 2, ça ressemble à un cygne. Le 3, ça ressemble à un pont, mais qui est à l'envers. Le 4, ça ressemble à une voile de bateau. 5, parce qu'il y a 5 doigts dans une main. 6, pour moi, 6, ça ressemble à une femme enceinte. Pour moi, 7, c'est lié à l'Égypte, parce que 7, le dieu 7. 8, ça ressemble à un bonhomme de neige. 9, ça ressemble à un œuf. Enfin, ça ressemble pas, mais 9, œuf, là, c'est un lien qui se fait automatiquement dans ma tête. Et comme on a fait pour le palais mental, si je veux mémoriser des choses, je vais associer les éléments que je veux mémoriser, ma liste de courses, ou les notions d'un cours, ou les notions d'histoire, ou les différents éléments successifs de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Je vais associer des images aux images que j'ai dans ma table de rappel. Par exemple, si je veux aller faire des courses et qu'il faut que j'achète du jambon, je vais mémoriser dans ma tête une lune en forme de jambon, une lune avec une tête de cochon ou un soleil empaqueté dans des tranches de jambon, etc., etc. Et tout ça, je vais pouvoir mémoriser sur le long terme grâce à la table de rappel. Donc, j'avais prévu un petit exercice, mais là, à mon avis, j'ai cramé le temps, mais de loin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions sans aucun souci. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été là, et puis je vous souhaite une bonne continuation.